Salut à tous, épisode 29 avec Alpecin Phoenix, puisqu'on a changé en cette saison 2022. C'est la quatrième dans la partie, puisqu'on avait démarré en 2019. Il va y avoir les Strade Bianche sur un profil un peu inhabituel dans cet épisode. Et ensuite, on s'intéressera à Paris-Nice sur un profil pour lequel vous avez voté majoritairement. Et puis, je glisserai un mini tuto sur changer un variant en cours de saison, parce que j'ai souvent des questions qui reviennent là-dessus, et donc ça peut éventuellement boucher des trous. Un petit truc avant de démarrer, c'est la progression de Remco en 3 ans et demi. Au final, parce que Remco c'est quand même le protagoniste peut-être principal de cet épisode, et aussi peut-être même de cette saison, parce qu'on l'attend beaucoup sur le Giro, il a pas mal progressé, avec toujours les limites naturelles du jeu par rapport à cela, en ce sens que quand vous avez une database de départ, on ne fera pas d'un âne un cheval de course, hein, entre guillemets. Évidemment qu'il y a quelques choix sur lesquels on peut influer. J'ai par exemple, à force d'observer, aucune certitude, mais l'impression que finalement un coureur progresse mieux lorsqu'il court beaucoup que lorsqu'il s'entraîne beaucoup. Alors, ça pourrait peut-être paraître paradoxal, et puis finalement ça pourrait se discuter aussi. Les potentiels en fait jouent énormément, hein. C'est les potentiels aléatoirement générés en ce qui me concerne, puisque j'ai coché la case moi dans mes options. Donc à observer toujours. J'attends une progression pour Remco, mais là on va parler d'une Strade Bianche un peu particulière. C'est sur profil, vous l'avez vu, DF Trek. Ça veut dire, je l'ai trouvé dans la World DB. On me l'a conseillé aussi, il y a des gens parmi vous qui ont essayé, qui m'ont dit ouais, vas-y, fais-le. En fait, c'est censé être des Strade Bianche sur lesquels les gravillons, hein, les secteurs qu'on aime tous, hein, c'est pour ça que ça s'appelle Strade Bianche, sont impactants comme des pavés légers. Mais il y a cette option, hein, ce paramétrage qui a été, on va dire, implémenté dans le variant par le créateur de, de ces Strade Bianche là. Donc évidemment, on reconnaît, heureusement d'ailleurs, ce qu'on a l'habitude de voir sur les Strade Bianche au niveau des paysages, mais c'est a priori l'impact sur les pavés qui n'est pas le même. Donc à voir, à voir. J'y vais avec un Van Der Poel blessé, mais assez légèrement blessé pour finalement être compétitif. L'idée est toujours la même, de toute façon. Dès lors que je m'aligne sur une course avec Van Der Poel, c'est pour la gagner. Hein, j'ai pas surpris grand monde en disant ça. Le type est à plus d'une trentaine de victoires sur les 2 saisons qui ont précédé, pas sur la première, hein, parce qu'il n'avait pas d'équipe. Et d'ailleurs, on observera sur Tirreno, je ne spoile pas, mais on pourra observer sur Tirreno que quand on emmène une équipe faible en compagnie de Van Der Poel, donc en fait on se remet en configuration de l'année 1 de cette partie, bah c'est pas si facile en fait, donc en extrême. Donc au final, ouais, moi je suis toujours un petit peu choqué par les commentaires de type c'est trop facile avec Van Der Poel. Bah peut-être, peut-être que c'est plus facile avec Van Der Poel qu'avec Pim Pam Poum, inconnu au bataillon, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est Van Der Poel. Et n'oublions pas d'où l'on vient. Voilà. Moi, j'oublie jamais d'où je viens. 2019, l'équipe, elle était pitoyable autour de Van Der Poel. Et on peut pas dire non plus qu'on est roulé sur l'or. C'est pour ça que je trouve pas qu'il faille minimiser en fait ce qui se passe dans la partie au fil des années, parce que c'est le fruit d'un travail. Financièrement, ça a été hyper difficile de jongler pour pouvoir recruter des coureurs, somme toute, pas majeurs autour de Van Der Poel. Il n'y a aucun coureur majeur, hein, on ne va pas raconter n'importe quoi. De ce fait, on avait vu Kwiatkowski qui s'était échappé avec Young Guns. On va revenir à la course là, mais je termine juste. De ce fait, voilà, moi je boude pas mon plaisir. Il faut qu'il y ait un moteur aussi au jeu. S'il n'y a pas de plaisir de par des performances qui peuvent être intéressantes, qui peuvent donner envie de continuer, bah en fait on laisse tomber la partie, hein. Y a cet aspect là, hein. Même s'il y a le développement aussi, hein, qui nous intéresse beaucoup chez Alpecin Phoenix désormais, qui a donc 2 fois changé d'appellation au cours de cette partie. Euh, voilà, on avait suivi un certain scénario, vous avez vu, il y a une échappée qui est en fait excessivement dangereuse. Il se pourrait bien qu'elle aille au bout. Et de ce fait, je n'ai pas arrêté de rouler vraiment comme un malade sur la toute fin, en essayant
éventuellement reprendre ces échappées qui sont hyper bien partis pour se partager la victoire en fait, à ce stade-là. Hein. Vous avez vu l'écart, 5 km la minute. Il va nous falloir du Vanderpool en mode Amstel Gold Race 2019 IRL pour pouvoir aller arracher ce truc-là. Donc hop, départ dans la descente, c'est vrai que la note aide. Le Fiat n'a pas pris la roue, sinon on aurait pu lui mâcher le travail éventuellement. Là, en l'occurrence, Vanderpool travaille pour lui-même. On aperçoit les échappées dans le mur de Sienne. Et est-ce qu'on va réussir à les passer? Accélération finale de Mathieu qui va, bah oui, ça ne nous surprend pas beaucoup, mais rarement on a repris les échappées aussi proches de la ligne d'arrivée. Sur les Strade Bianche, le coup est passé très très près. Tiens, Gianni Moscon, qui n'est pas mal évalué par la database d'origine. Hein. Moscon, Youngles, Kwiatkowski, Kort Nielsen, et etc. etc. Peut-être 2-3 régions aussi qui se glissent dans les, je ne sais pas, 6, 15e, 16e place. Peu importe. Bon, pas mal, pas mal. Paris-Nice, avec Remco, vous avez voté pour le 2020, bien évidemment. Donc j'ai mis le 2020. Voilà. Et un peu plus loin dans l'épisode, je prendrai cet exemple-là de changement de variant, je vous ai annoncé en début. Donc voilà, juste équipe plutôt correcte. Hein, je vais en parler juste après. On a une étape 1 aussi qui est assez surprenante. On va l'évoquer, mais pour moi, le leader naturel, c'est Evenepoel, mais en fait, non. En fait, il y a Madouas qui peut vraiment, vraiment tirer son épingle du jeu. Valentin Madouas qu'on a recruté avec grand plaisir. Et ça faisait longtemps que je tournais autour. Hein. J'avais vraiment envie de Valentin Madouas. Euh, et Tony Galopin hein, qui est toujours là. Il y a Kuhn Baumann aussi. On a du matos, honnêtement. Et là, quelle n'est pas ma surprise de constater que lors de l'étape 1, hein, donc on connaît l'étape 1 de Paris-Nice 2020, hein, on l'a vu tous, hein, il y avait eu effectivement un scénario assez offensif, il y avait eu dans les 25 derniers bornes cette attaque de Benoît suivie par Alaphilippe, ils partent à 2, etc. Ils sont repris par Sharkman notamment. Ok, c'était pas mal, mais on pouvait pas nécessairement s'attendre à ce que ça se passe de cette façon-là, par contre, dans le jeu. Ouais, donc Franck Yves Lampart, c'est la petite dédicace, qui s'envoie comme tout le team de Koenig Quickstep, qui n'est plus d'ailleurs de Koenig Quickstep et qui est Sforza Quickstep, qui s'emploie, tout le monde s'emploie, on n'y arrive pas, on va finir par y arriver quand même, hein. Mais il y a eu une échappée royale devant avec Egan Bernal, vous voyez, ils reprennent du temps à des moments et tout, ils sont vraiment très très forts avec deux Mirel. Il y avait le Regen Lambrecht qui avait lâché progressivement, mais il y a aussi deux équipiers là-devant. Il y a Latour et Nassen, donc AG2R la mondiale qui anime. Et honnêtement, sacré échappée dès l'étape 1. Ils nous font sauter une échappée là, franchement, qui dure super longtemps. D'ailleurs, c'est pas fini, on les a pas encore repris. À tel point que je me suis mis à rouler. Parce que j'ai vu le moment où l'IA n'allait pas suffire pour reprendre cette échappée constituée de 4 coureurs vraiment capables, 5 puis 4, hein, puis 3 d'ailleurs là, capables vraiment d'aller au bout, ouais, parce que la tour a eu la mauvaise idée de se faire la malle. Bon, on va finir parce que les mecs vont rentrer en fringale quand même, hein, au bout d'un moment. Hein. On va quand même finir par reprendre tout ça. Tiens, oh là là, au moment où on allait reprendre les échappées, chute de Remco Evenepoel. Après, ça va pas être trop grave. Vous voyez, son joli maillot de champion de Belgique. Evenepoel dans la partie, il va rentrer. Hein. Evenepoel dans la partie, on l'a que depuis une année et demie, hein. Enfin même pas une et demie d'ailleurs, une année un tiers. C'est intéressant, une année un quart même, si on veut financer. C'est intéressant parce qu'il a, sur sa première année avec nous, il a fait une victoire d'étape sur le Giro, 2 victoires d'étape sur la Vuelta, une victoire d'étape sur le Tour de Catalogne, champion de Belgique, voilà. Une année qui correspond aussi à ses notes, hein, c'est qu'on peut pas aller chercher beaucoup plus, quoi. Hein. Mais c'était plutôt une très très bonne première année. Hein. Et sur cette deuxième année, évidemment, on l'attend sur. Moi perso, je l'attends sur le Giro. Voilà. Je ne jugerai aucun résultat avant celui du Giro. Quand bien même il venait à gagner Paris-Nice, là on s'échappe, mais ça va être de courte durée parce que c'est difficile de partir en fait. On peut pas reproduire les scénarios IRL. Hein.
On peut pas les reproduire avec l'IA en mode extrême, hein. Elle va vous couper l'herbe sous le pied et après vous allez vous faire ramasser à l'arrivée, hein. Donc non, 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 hein. En plus il y a les sprinters qui sont toujours là, omniprésents, ils résistent à tout. C'est compliqué. Ça veut pas dire qu'on va pas se battre dans le final pour essayer d'exister, mais c'est quand même compliqué. Donc voilà, Paris-Nice qui démarre sur les chapeaux de roue en fait, hein. Jamais j'aurais attendu une étape 1 qui est aussi animée, avec déjà cette échappée royale, et ensuite un final très très électrique, et beaucoup de coureurs encore très forts qui sont présents là. Parce Alexander Christophe, son joli maître de champion national. Il y a du Deceuninck Quickstep, en veux-tu en voilà, Sforza Quickstep, on va le dire. Je demande à Tony d'emmener Evenepoel et Madouas, hein. On n'est pas très très loin de la fin. Est-ce qu'on va réussir à se barrer? Un peu, ouais. Un peu, un peu. On va donc quelque part retirer un peu les marrons du feu, hein, de cette drôle d'étape assez animée et un peu folle. Mais Paris-Nice, dans les premières étapes cette année, en 2020, a été totalement fou, hein. Si on analyse les cassures qu'il y a eu, les pertes de temps des uns ou des autres, on se dit, mais quelle course de folie. Le malheur, c'est que c'est la seule vraiment qu'on ait eue, puisque tout le reste quasiment a sauté, hein, à partir d'un moment donné. Mais on a eu un Paris-Nice exceptionnel. Et là, c'est Arnaud Démare évidemment qui l'emporte, parce que Arnaud Démare va beaucoup plus vite que les 4 autres. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis surtout, il va y avoir de gros écarts. Il va y avoir de gros écarts. En fait, il y a des gens, dès l'étape 1, ils ont quasiment. Allez, ils n'ont pas perdu Paris-Nice, mais ils se sont bien emmêlés les pinceaux. Et je pense par exemple à quelqu'un comme Tom Dumoulin. Bon, il est chez Sunweb dans la partie là. Il n'a pas bougé. Euh, ouais, Tom Dumoulin, c'est un peu emmêlé les pinceaux. Il est pas le seul, hein. Il y a plein qui ont perdu du temps. Et mine de rien, ça peut se payer à l'arrivée parce que de toute façon, c'est une course par élimination parfois, hein. Si tu prends 2 minutes dès la première étape, hein, a priori le général n'est pas pour toi. Et voilà, donc il y a Egan Bernal aussi qui a payé un peu cher sa tentative d'échapper enfin sa jolie échappée d'ailleurs. Il n'était pas seul. Mais voilà, donc l'étape 2 va être beaucoup moins intéressante en l'occurrence, en tout cas beaucoup moins indécise, beaucoup moins surprenante. Très très jolie victoire au sprint, à explication entre spécialistes. C'est Gaviria qui va s'imposer, donc pas grand chose à dire. Sam Bennett, Arnaud Démare, Phil Bauhaus, il y a un joli plateau notamment. Et puis on aura a priori un scénario, pas loin d'être identique sur l'étape 3, hein, faut s'y attendre, parce que ça peut pas être non plus totalement dingue tous les jours dans le jeu, hein. C'est déjà exceptionnel que ça soit aussi fou sur l'étape 1. Bon, il y avait quelques difficultés, hein, qui peuvent aussi l'expliquer, mais bon. J'ai pas mentionné le régène de Mirel, là, qui est de beaucoup de coups. Il est intéressant celui-là. Il est apparu en fait dès la première année de cette partie. Je l'avais repéré. Je l'avais repéré. Il fut un temps où il m'a intéressé. Puis après, il se trouve que j'avais d'autres options. Voilà, mais c'est vrai que dans le cadre hollandais comme ça, il pouvait convenir, hein. J'ai des Hollandais bien évidemment qui accompagnent Van der Poel dans cette partie. Bon, c'est pas le cas, mais c'est un drôle de bon coureur. À chaque fois au championnat du monde, on le voit, hein, puisqu'il est un des soutiens majeurs de Van der Poel. Intéressant, hein, de Mirel, hein. Il casse vraiment la baraque, hein. Il y a aussi quelqu'un qu'on découvrira un peu plus tard, là, qui est un autre égène du jeu là, qui me qui m'impressionne énormément. On en parle après. Allez, enfin, un moment intéressant. Enfin, un moment pour Remco. C'est quand même là qu'on attend. J'ai testé le parcours, évidemment, avec Koen Bouwman. Et puis, c'est aussi l'occasion de commencer à soulever un sujet. Je vous avoue que ça commencerait limite un peu à me lasser, hein. Je ne vais pas utiliser un mot trop fort. Ça commence à me lasser la paramétrisation finalement de l'influence de telle ou telle note sur les CLM. Parce que dès lors qu'on a du très fort pourcentage, là on a un endroit où ça monte jusqu'à 9-10%, mais c'est très court. Et puis globalement, deux endroits, hein, on les voit en rouge apparaître sur la mini-carte, où on est sur du 6% environ de moyenne,
mais sur un temps assez court. Ça n'est pas non plus un très long contre-la-montre, hein. Il est quasiment plus de type prologue. Et bon, on en parlera juste après, mais je commence à être un peu lassé par l'influence de la note de montagne, en fait, pour être très franc. Ce chrono, dans la réalité, c'est un chrono qui a été dominé par des spécialistes. Ok, vous vous souvenez tous de la victoire de Soren Kragh Andersen. Vous vous souvenez tous de l'excellente place de Casper Asgreen. On se souvient que c'est Campenhart, c'est ça, ou Castrovillarro, j'ai un doute, qui a performé aussi en ayant un top 5 ou quelque chose de là. Bon, bah désolé, mais ces mecs-là sont pas invités à partir du moment où la note de montagne prend une part trop importante dans la simulation, hein, quelque part, la modélisation par le jeu, quoi. Hein. Et donc, ça, bon, bah moi, de toute façon, j'ai pas dû leur taper dans l'œil, hein, parce que on m'a pas invité hein, pour tester la bêta version de PCM. J'espère que parmi vous, il y en a qui vont pouvoir la tester, ce serait génial, parce que comme ça, vous aurez sûrement des choses intelligentes à dire aux concepteurs du jeu. Mais vous voyez, c'est troublant quand on voit le classement, je vais m'attarder 2 secondes, quand on voit le classement dans la partie de cette étape, évidemment, du moulin à Roglic, il n'y a rien à dire, mais après, quand même, il y a des drôles de choses. En tout cas, il y a un énorme décalage pour moi entre ce qui s'est passé, à savoir d'excellentes places pour certains. Campenhart, il fait 6. Hein. C'était Campenhart ce que je cherchais. C'était pas Castrovillarro, puisque Nino, c'était pas vu. Donc, Kragh Andersen, euh, bon, Charman, voilà, il vient un moment, ces mecs-là, bon, Charman à la limite, ces mecs-là ont pas eu l'occasion de s'exprimer et ils se sont fait désosser sur ce contre-la-montre parce que en fait la note de montagne a trop influé. Et il vient un moment, c'est trop stéréotypé. Il faudrait que quand même, suivant le parcours, le profil du CLM ou du prologue, peu importe, ce soit un peu mieux, on va dire que ça varie un peu plus, quoi. Hein. Là, on a l'impression de vivre tout le temps la même chose et surtout de manière un poil injuste pour certains. Donc, je trouvais que ça a nuit en fait à ce Paris-Nice, hein, cet aspect-là du jeu. Là, on va passer assez rapidement sur l'étape 5, puisque en plus j'avais mon PC qui est en train de péter un plomb. Et du coup, il y a un tout petit peu de saccade au niveau des images, donc on va abréger. Voilà, c'est une victoire magnifique, signée Sam Bennett. Voilà, Madouas a fait en sorte qu'il n'y ait pas de cassure. C'est pour ça que je l'ai fait sprinter. Et puis, donc, victoire, explication entre sprinters, tout va bien. Le classement général, il est assez clair au moment d'aborder une étape 6. Ah, étape 6. Donc, étape 6, c'est la spéciale Benoît, hein, on est d'accord. Étape 6, c'est le moment où Tige Benoît a mis la balle au fond, tel un buteur qui n'a pas marqué depuis pas mal de matchs et à qui on a fait une passe décisive et il va se la mettre au fond. Et bah, elle est splendide, hein, l'étape 6. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu, hein, l'étape 6 de Paris-Nice, parce que comme on n'a pas eu beaucoup de cyclisme à se mettre sous la dent, il y a eu un moment où Eurosport, pendant un mois, ils ont montré Paris-Nice, quoi. Donc après, ils sont passés à autre chose, mais du coup, même si on n'a pas cherché à la voir, on l'a peut-être vu quand même, et peut-être plusieurs fois. Je rigole, mais du coup, on sait que un puncher a du boulot à faire, notamment sur cette petite difficulté là qu'on va retrouver 2 fois. C'est là où vous voyez le petit sprint intermédiaire, petit rond vert là, à Apt. Il y a une petite côte sur laquelle il y a des différences à faire pour un puncher, il y a une descente derrière. Ça, ce sont des situations qui sont toujours favorables sur Pro Cycling Manager, favorables à ce qu'un puncher puisse s'exprimer et surtout puisse faire un vrai écart. Voilà, parce qu'il y a des situations dans lesquelles, là, je chasse la bonif. Je chasse parce qu'il y a 3, 2 et 1 seconde. La prochaine fois qu'on passera, on tournera à gauche. Et donc, moi, j'ai un puncher quand même connu dans cette équipe. C'est pas Remco, hein. C'est pas Remco dont on a vu que là, finalement, les notes à ce stade-là de la partie, j'attends une évolution hein, d'ici au Giro. Hein. Il y en aura une, je pense. Hein, parce que le rythme a été celui-là depuis le départ. Donc il y aura encore une évolution. En plus, il a beaucoup couru en ce début d'année. C'est assez marrant, on s'extirpe des pavés. Donc, je dirais,
Remco a perdu l'avantage qu'il aurait pu avoir du fait de ce contre-la-montre à l'étape 4, et Madouas n'a qu'un retard très faible au général. Dès lors, il y a une carte à jouer qui est plus qu'évidente. C'est parce que Madouas peut mieux résister dans l'étape 7 que Galopin. Hein. Sinon, Galopin, évidemment, un puncher assez sympa et qui nous a fait bien du plaisir dans cette partie, hein, c'est une évidence. Du coup, je demande quand même à Galopin de travailler. Puis je vais venir intercaler Remco derrière Galopin dans pas longtemps. Hein. On va demander voilà, de se positionner juste derrière Galopin pour peut-être essayer de travailler pour Valentin Madouas. Parce que le sens de cette course, de cette étape 6, il est là. Hein. C'est plutôt d'essayer de faire provoquer quelque chose par Valentin Madouas. On va donc essayer de s'y employer. Mine de rien, Roglic qui est chez Trek hein, dans cette partie, Roglic, c'est toujours délicat à déboulonner. Il est difficile à bouger le Roglic. Il a des bonnes notes un peu partout, il résiste pas mal, il est très difficile à perturber, donc il faut trouver des moyens. Donc je vais provoquer ici une première attaque, voilà, par l'intermédiaire de Remco, avec Madouas dans une roue, et puis là il y a peut-être quelque chose à faire, à votre avis, c'est quoi? C'est la petite attaque en fourbe par le côté, pour essayer de limiter les risques que la roue soit prise, et ce qui va se passer, alors peut-être moi, quand je vois Roglic et Youngles qui roulent comme des damnés, juste derrière, Mollema aussi, je me dis que. J'essaie désespérément de prendre la roue avec Remco de Roglic. Je me dis que vu qu'ils roulent comme des damnés, c'est qu'ils doivent pas forcément estimer que Madouas ne représente aucun danger. Hein, d'accord. Et puis ils veulent la victoire d'étape aussi, hein, ce qui est légitime. Ouais, mais Madouas tient bien le coup. Youngles roule à blinde derrière, donc là ça va se jouer vraiment un bras de fer à distance. Est-ce que Valentin Madouas va être capable de gérer sa barre? On y va. C'est la petite montée avec le sprint intermédiaire. Hein. Celle-là, elle est mignonne. J'aime bien la route qui se resserre et tout. C'est super bien fichu. Franchement, GG au créateur de la carte. Hein. C'est excellent. Le variant, là, il a été magnifiquement fait. On va tourner à gauche cette fois-ci. Alors que la fois d'avant, on était allé tout droit. Voilà. Tourner à gauche, c'est une descente. Et la ligne d'arrivée est en ligne de mire avec un Madouas qui aura réussi à s'échapper et à creuser. C'est ça qui est le fait du jour. Madouas est parti pour récupérer le maillot jaune de leader de ce Paris-Nice sur l'étape 6 qu'il remporte avec un joli écart qui est de l'ordre de la minute, hein, donc c'est quand même assez appréciable. Julien Philippe, je ne sais pas trop comment il a été préparé, mais visiblement très mal. Son passage chez cette année 2022 ne commence pas sous les meilleurs augures, pourtant il a des notes d'année. Bref, victoire de Madouas prend un bonif en plus, du coup 35 secondes au soir de l'étape 6 pour Valentin Madouas sur Paris-Nice. Et là, tu dis, non mais c'est pas possible, il peut gagner en fait, parce qu'il suffit de résister dans la montée vers la Colmiane, et Dieu sait si on a du soutien hein, à lui apporter. On a Remco, on a Galopin, on a Koen Bouwman, hein, qu'il ne faut pas mésestimer. Du coup, déjà, en anticipation du soutien qu'il faudra donner à Madouas, j'envoie Galopin, qui a un peu de retard, donc il est moins dangereux pour l'IA. J'envoie dans l'échappée, en me disant comme ça, si Remco ou Bouwman s'épuisent dans la Colmiane, je ne sais pas à quel rythme elle va être montée, on l'ignore toujours, on ne sait pas si il va y avoir... Allez, traditionnellement, c'est vers 6, 7, 8 km du sommet que ça attaque. Mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui attaque avant. Hein. Donc, pour ça, j'ai envoyé Galopin. Et il se trouve que, on a passé le col de Vence. Tiens, petite dédicace col de Vence. Le col de Vence dans un épisode Lotto Soudal, c'est mon premier souvenir exceptionnel en extrême. Avant, je jouais en difficile avant cela. Et, c'était le jour, c'est aux environs des épisodes 30 vers là de Lotto Soudal, je sais plus, 32, 31, je ne sais rien. Et Benoît s'était imposé sur un Paris-Nice avec un passage notamment mémorable sur le col de Vence. Donc voilà, il faut pas, on a déjà passé hein, le col de Vence, mais je voulais quand même rappeler ces magnifiques souvenirs. La carte, elle est super bien faite. Elle est très jolie. Le créateur de cette carte, quelqu'un de la communauté, hein, évidemment, a été très bien inspiré. Les décors sont magnifiques. Il y a eu du super joli boulot de fait sur cette carte. On remerciera jamais assez les gens qui se font ce boulot-là, parce que c'est un drôle de boulot. Galopin, vous avez vu, il a lâché. Il a lâché.
Bah, tout simplement, et on pouvait plus. Hein. C'était trop fort un peu devant. Derrière, moi j'ai des mecs qui sont aux abois, évidemment. Hein. Vous doutez bien que Nivenhuis, Sénéchal, même, bon, voilà, hein, c'est pas leur terrain. Hein. C'est pas leur terrain du tout. Madouas collabore avec, attention, Rivera, le Kevin Rivera, le fameux Kevin. Ouais, au bout d'un moment, je collabore plus. Et puis même, je décide de lâcher. Parce qu'en fait, je sens qu'on ne reviendra jamais. On ne reviendra jamais sur les autres, le groupe 1, l'échappée 1. On ne reviendra jamais dessus, du coup. Autant rabattre Galopin, tant pis, le projet tombe à l'eau. Mais j'avais pas envie de collaborer en pure perte avec Rivera, qui d'ailleurs sera repris pas longtemps plus tard. Du coup, ça prouve que le pari a été correct. Il fallait surtout pas s'obstiner. Ah regardez, ah ouais. Alors lui, c'est un monstre. Il s'appelle, j'arrive plus à lire là, Dimitriadis ou un truc du style. Il est mythique. C'est un coureur grec inépuisable. Et chez Total Direct Energy. Et il est, bah, il est monstrueux. On voit de ses interventions par moment. Il emmène avec son 83 ou je sais plus quoi là en vallon là. Il est monstrueux. Et bon, après, il est comme tout le monde. Au bout d'un moment, il est fatigué. Tiens, allez, ça lance. Tiens, on s'en doutait, Sivakov et Molema qui finalement se ravisent. Attention à Bauke Molema, hein, parce que si à 35 secondes sur Roglic au matin de cette étape-là, il y en a quand même 53 sur Molema. Si on se prend un gros éclat avec Madouas et que Molema reprend son temps et a une bonification sommet en plus, ben voilà, d'ailleurs Molema hyper offensif, attention avec Bauke Molema, il faut faire super gaffe. En fait c'est rigolo, les mecs qui sont à l'avant au général sont pas forcément tous ceux qu'on attendait au début de ce Paris-Nice, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont passés totalement à travers, genre Bernal qui a complètement craqué bêtement hein, sur cette échappée et les conséquences. Dumoulin, je vous l'avais évoqué. Et le seul vrai gros nom qui est en passe de peut-être se battre pour la victoire, c'est Roglic. Hein. Sinon, Madouas, Molema, on les attend pas victorieux de Paris-Nice. Par exemple, Dylan Tuns non plus. Allez, on s'accroche. Le maillot jaune donne des ailes à Valentin Madouas, ce maillot jaune mythique qui, franchement, gagné par Nice, ce serait assez énorme. D'ailleurs, là, on voit que c'est mal parti avec Molema qui stabilise un écart. Visiblement, derrière, on a du mal à rouler. Aïe, 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 je suis en souffrance. Je suis en grosse souffrance. Tiens, Egan Bernal qui se réveille, Carapace qui s'éteint, Roglic qui s'éteint également, et Madouas qui va essayer de sprinter pour réduire au maximum cet écart avec Bauke Molema pour surtout pas concéder les, on va dire, 47 secondes, hein, puisque Molema fait deuxième. Il faudrait surtout pas concéder 47 sur cette étape, sans cela, on perdrait le jaune et ce sera sauvé pour 14 secondes. Ouf! Ce qui fait que, ben ouais, Valentin Madouas est en passe de prendre Paris-Nice, ce qui serait vraiment la plus belle ligne à son palmarès, IRL et parties confondues. Voilà. Et donc, en plus, ce serait génial, ça viendrait totalement valider le souhait que j'avais il y a quelques épisodes quand je l'ai recruté, où je vous avais dit, bon, je le prends, j'espère vraiment lui donner des choses à l'occasion, hein, pas prendre Valentin Madouas pour faire seulement l'équipier. Il faut qu'on le valorise, sinon ça sert à rien d'aller prendre un tel coureur. Bon, étape 8, honnêtement, donc qui n'a jamais eu lieu, je ne tremble pas. Je ne tremble pas déjà parce que Madouas survolté a hérité du plus 5. Tiens, on voit le régime de Miral. Devant, on a Warren Barguil qui fait un drôle de numéro avec son maillot à poids sur les épaules là. Un énorme Warren Barguil sur plusieurs étapes de Paris-Nice. Il a été échappé, il a été assez valeureux. Derrière, bah, on n'a pas de raison de s'affoler, mais on a déjà beaucoup d'équipiers qui ont été éliminés. Il n'y a plus que Remco Evenepoel pour aider Valentin Madouas. Tiens, ici je fais un petit gel de bonification, parce qu'il y a deux qui sont passés devant. Donc après, je m'en fous que ce soit Madouas qui la prenne ou pas, il y a une seconde. Mais je veux juste pas que ce soit Molema et qu'après, sur un mauvais calcul à l'arrivée, on se fasse avoir à une seconde près. Galopin, qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour revenir sur le groupe le groupe maillot jaune, tout simplement. Remco, qui a énormément donné. C'est difficile pour Remco, il lâche un peu.
Le général, de toute façon, n'est pas une priorité. Le seul job de Remco, c'est d'essayer de protéger Madouas. J'essaye à un moment de voir, vous avez vu là, j'avais fait un petit effort curseur. J'essaie de voir si Madouas pourrait pas nous faire un petit coup là, parce que mine de rien, une étape comme celle-ci, si on n'avait pas le maillot jaune sur les épaules, Madouas, j'aurais pu essayer de jouer la gagne. Hein. Mais bon, là, c'est notre approche. Hein. Faut surtout pas se retrouver en défaillance. On a le jaune, on a 14 secondes. Il faut juste pas perdre 14 secondes sur Mollema. On se doute bien qu'on va pas perdre une minute sur Roglic. Hein. Du coup, il y a juste Mollema à surveiller. Il y aura une arrivée qui sera au profit de Tadej, Pogacar et Madouas arrive dans le groupe. Il n'y a aucun souci, aucun écart, cela va sans dire. Remco va juste se manger un petit écart, mais pas, pas dramatique. Franchement, c'est pas grave. C'est pas grave. Remco sera évalué après sa future progression sur le Giro. Et Madouas hérite d'un truc auquel on n'aurait même pas osé penser devant pas mal de noms plutôt sympathiques du peloton. Hein. Vous voyez, il y a quasiment un joli nom à chaque ligne. Hein. Donc, victoire pour Madouas, Warren Barguil, maillot à poids. Bauke Mollema prend le vert, c'est bien. Il est rétribué pour son joli Paris-Nice. Egan Bernal en blanc, on n'est pas vraiment surpris. Et Alpecin Phoenix qui prend le général, ça nous fait quelques sous-sous dans la poche. Ok, Valentin Madouas est en fait celui qui réalise le plus joli début de saison de toute mon équipe. Avec cette place sur Down Under, victoire sur Paris-Nice, il a gagné plusieurs étapes. Il est actuellement numéro 1 UCI au lendemain de Paris-Nice. Bon, on verra ce que donne la suite, bien évidemment. Le mec est numéro 1 au classement. Et puis, je vous avais promis un variant, pardon, un mini tuto variant, parce que beaucoup de questions reviennent là-dessus. Je suis donc le soir d'Estrade Bianche, ok. Et le soir d'Estrade Bianche, je veux changer le profil Paris-Nice. D'accord. C'est ça le truc. Alors, je vous montre comment je fais. Encore une fois, j'ai tout écrit, j'ai même pas besoin de vous détailler. Je vais juste préciser autre chose pendant ce temps-là. Encore une fois, à aucun moment je n'ai dit que c'était le seul moyen. Si quelqu'un parmi vous connaît un moyen plus rapide et 100% efficace, parce que ce que je propose là par contre ça marche à chaque fois. Donc si quelqu'un connaît un moyen plus rapide et 100% efficace, mais je le supplie, hein, qu'il partage avec la communauté, hein, qu'il explique, il faut dire. Mais il faut dire clairement les choses. Il faut dire je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Ça veut rien dire ouais je vais en face PCM Editor et bah désolé mon grand, parce que cette option là moi je l'ai déjà exploré. Alors je dois pas le faire comme il faut, mais changer juste d'en face PCM Editor, chez moi ça ne fonctionne pas. Donc je serais très heureux que quelqu'un partage une solution plus rapide que la mienne. Toutefois, pour ceux qui plantent ou pour ceux qui ragent parce que une mise à jour de la WorldDB leur a changé un variant, qu'ils doivent tout réinstaller, vous voyez, ce genre de petits trucs là. Je vous dis, sur les 15 derniers jours, j'ai eu au moins 5 ou 6 commentaires où on me demande comment faire, il m'est arrivé ça, machin. Donc c'est aussi pour ça que j'insère ce variant à la fin de l'épisode, parce qu'il y a des gens qui savent pas et il faut partager. Donc si vous avez une technique plus rapide et trop balèze et hyper efficace, vous vous gênez surtout pas. Parfois c'est un peu une usine à gaz pour les jeunes joueurs à ce jeu, et il y a certains détails, on a tous été jeunes joueurs d'un jeu donné, hein. Je pense que vous me comprenez. Il y a certains détails dans un jeu, si il vous décourage, ben vous allez lâcher ce jeu, alors qu'en fait il est super bien à bien des égards. Donc c'est pour ça que des fois, aider les gens, c'est pour ça en fait. Et je me dis, c'est trop bête que quelqu'un se décourage parce que sa partie a été fichue en l'air, genre il a eu du Québec de partout. Hein. Il a eu Québec quand il a relancé sa partie 3 jours plus tard par rapport à la dernier jour où il avait joué. Et puis du coup, bah, il est dégoûté parce qu'il sait pas comment faire, etc. Bah, ça, faut pas que ça arrive parce que c'est nul. C'est nul de subir ça en tant que joueur, quoi. Du coup, voilà. J'espère que vous avez. De toute façon, vous pouvez vous repasser, mettez en x0,25 si ça va trop vite.
peu importe, moi j'ai un peu condensé, vous me connaissez. Il y a des petites choses que j'avais déjà dites dans 2 vidéos dédiées, j'avais aussi parlé à la fin de l'épisode 15, de Corando Alpecin à l'époque. J'ai parlé déjà de ça plusieurs fois, pour ça je fais pas plus long, mais il y a moyen d'aller trouver des sources, et honnêtement, tout ce que je dis marche. Maintenant, évidemment, il y a des petites variations suivant sur quel DB on se trouve. Voilà, je vous dis à très bientôt. On va essayer de se faire une petite série d'Alpecin Phoenix là ces temps-ci. Puis on a aussi du Astana à terminer, cela va sans dire, et le Giro de Benoît. Et oui, et on attend tous PCM 20 je crois, hein, n'est-ce pas? A plus, portez-vous bien.